Imaginez, Hollywood, les années 2000. Une icône du cinéma, belle, puissante, charismatique, qui a dominé les écrans dans les années 90 avec des films comme Ghost, Indécent Proposal ou Une journée en enfer. Elle a 40 ans, elle sort d'un divorce médiatisé avec Bruce Willis, elle élève 3 filles, et elle semble avoir tout, la gloire, la fortune, une famille. Et puis arrive un jeune acteur de 25 ans, star montante de dès les années 70 show, connu pour son humour, son charisme juvénile et ses farces légendaires dans Pink Day. Lui, c'est Ashton Kutcher. Eux deux, Demi Moore et Ashton Kutcher. Leur histoire d'amour a explosé comme une bombe dans les tabloïds. 15 ans d'écart, oui, 15 ans, pas 16 comme certains disent encore aujourd'hui. Elle, la femme mûre, puissante, expérimentée. Lui, le gamin d'Hollywood, plein d'énergie, de rêve et d'insouciance. Il ne s'excusait jamais pour cet écart d'âge. Au contraire, il l'assumait à fond. Sur les tapis rouges, ils s'embrassaient passionnément. Aux soirées, ils dansaient comme si le monde leur appartenait. Les médias les appelaient le couple le plus audacieux d'Hollywood. Les fans les adoraient, les hâtaient, les détestaient. Mais personne ne restait indifférent. Pendant des années, on les a vus comme un conte de fées modernes. La preuve que l'amour n'a pas d'âge, que l'on peut tout recommencer, que la différence générationnelle peut être une force plutôt qu'un obstacle. Ils ont même co-créé une société de production, Catalyst Film. Ils ont co-animé Saturday Night Live en se moquant gentiment de leur différence d'âge, demi-grimés en vieille dame pendant le monologue d'Ashton, un moment culte qui faisait rire tout le monde, y compris eux. Mais derrière les sourires parfaits, les photos retouchées et les déclarations d'amour éternel, se cachait une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus douloureuse. Une réalité que Demi Moore a enfin décidé de raconter en détail dans son mémoire Inside Out, sorti en 2019. À plus de 50 ans, elle brise le silence. Elle parle de la fausse couche dévastatrice qu'il a brisée, de la rechute dans l'alcool après 20 ans de sobriété, des plans à 3 qu'elle a acceptés pour plaire à Ashton, pour essayer de sauver leur intimité, des trahisons répétées qui l'ont laissé seul, anéanti, perdu. Et Ashton? Sa vie après le divorce soulève encore plus de questions, des amitiés controversées, des choix qui font débat, une image qui s'effrite lentement sous le poids des années et des révélations. Aujourd'hui, on va plonger dans toute l'histoire. Pas la version People Magazine ou TMZ, pas la version filtrée des tapis rouges. La version réelle, brute, telle que 2000 a décrite, complétée par les faits, les interviews, les chronologies précises. On va voir comment ce qui semblait être le couple parfait s'est transformé en cauchemar silencieux. Comment l'amour magnétique du début s'est mué en douleur, en dépendance, en trahison. Et à la fin, on se posera la question, est-ce qu'Ashton a vraiment payé le prix de ses actes? Est-ce que Demi a enfin trouvé la paix? Et surtout, est-ce que cette histoire change la façon dont on voit ces deux stars aujourd'hui? Accrochez-vous, parce que c'est long, c'est intense, et une fois que vous aurez entendu tout ça, vous ne regarderez plus jamais Demi Moore ni Ashton Kutcher tout à fait de la même façon. Printemps 2003. New York pulse d'énergie. Les rues sont encore fraîches, les lumières des gratte-ciel commencent à s'allumer, et dans une suite d'hôtels chics, un dîner informel entre amis réunis des gens du showbiz. Demi Moore a 40 ans. Elle sort tout juste de son divorce avec Bruce Willis, après 13 ans de mariage et 3 filles. Rhumée, Scout et Tallulah. Elle est à un tournant de sa vie. Après des années à être la star bancable d'Hollywood, elle a pris du recul. Moins de films, plus d'introspection. Elle se sent à la fois forte et vulnérable. Elle cherche un nouveau souffle, sans vraiment savoir à quoi il ressemblera. Et puis il y a Ashton Kutcher. 25 ans. Il est l'archétype du jeune acteur qui monte en flèche, charismatique, drôle, un peu gamin, un peu rebelle. D'être 70 show cartonne depuis 1998, il est devenu le visage de la génération MTV. Il anime déjà Pink Day, l'émission où il piège des célébrités avec des blagues élaborées. Il vit comme un ado attardé, colocataire, fête, liberté totale. Il n'a jamais été marié, jamais eu d'enfant. Son monde est léger, rapide, sans attaches lourdes. Ce soir-là, ils ne se connaissent pas. Ou à peine. Peut-être qu'ils se sont croisés à une soirée ou deux, mais rien de plus. Pourtant, quand leurs regards se croisent dans cette suite d'hôtels, quelque chose se produit. Demi le racontera plus tard avec une précision presque poétique. C'était comme si le reste de la pièce disparaissait. Il n'y avait plus que lui et moi. Ashton, de son côté, dira dans des interviews ultérieures qu'il a ressenti une connexion instantanée, une sorte d'évidence. Il passe la nuit entière à parler. Pas de flirt lourd, pas de jeu de séduction calculé. Juste une conversation profonde, enfance, rêve,
Blessures, ce qui les fait rire, ce qui les fait souffrir. Demi parle de ses années difficiles, de son enfance chaotique. Elle l'évoquera plus tard dans son livre « Une mère instable, un beau-père violent, des déménagements constants ». Ashton partage ses souvenirs du Midwest, sa famille modeste, son ambition dévorante. Il y a une aisance immédiate, une chimie magnétique. Demi dira « Il y avait une telle fluidité entre nous, un confort profond et beaucoup d'électricité. » Pour elle, c'est comme revivre une jeunesse qu'elle n'a jamais vraiment eue. Ashton représente la légèreté, l'insouciance, la spontanéité. Elle se sent rajeunir de 15 ans en sa présence. Lui, il voit en elle une femme fascinante, belle, intelligente, puissante, avec une aura qu'il n'a jamais rencontrée chez les filles de son âge. Quelques jours après ce dîner, on les aperçoit déjà ensemble. Miami, un double date avec Sean, P. Diddy Combs, à l'époque encore Puff Daddy, et Kim Porter. Des témoins racontent un moment très romantique. À la sortie du restaurant, Ashton et Demi s'embrassent longuement, passionnément, sous les flashs des paparazzi. Les photos font le tour du monde en quelques heures. Le couple le plus improbable d'Hollywood est né. Ashton s'intègre vite dans la vie de Demi. Il rencontre les filles Rumé, alors 15 ans, Scoot, 13 ans, et Tallulah, 10 ans. Il les fait rire, il joue avec elles, il leur fait des tresses, il les emmène à des matchs de basket. Les filles l'adorent rapidement. Il rencontre même Bruce Willis. Oui, l'ex-mari. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Bruce et Ashton s'entendent bien. Bruce dira plus tard qu'il respectait Ashton pour la façon dont il traitait ses filles. Demi expliquera « Nous sommes une équipe. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. » 2 mois seulement après leur rencontre, Ashton fait sa demande. Style Hollywood pur jus, un pique-nique de minuit sur une plage de Santa Barbara. Des pétales de rose disposés pour former les mots « Marie-me ». Une bague de fiançailles énorme, 5 carats, diamant à émeraude, estimé à environ $250 000, pas 2500 cents comme certaines rumeurs l'ont dit à l'époque, c'était une faute de frappe dans les premiers articles. Demi dit oui. Ils emménagent ensemble peu après dans une maison à Beverly Hills. Ils lancent même une société de production ensemble, The Demi et Ashton Company, plus tard rebaptisée Codename Pictures puis Catalyst Film. Sur le plan pro comme perso, ils deviennent un power couple. En 2005, ils co-animent Saturday Night Live. Demi apparaît grimée en vieille dame pendant le monologue d'Ashton. Elle fait des blagues sur leur différence d'âge, sur le fait qu'elle est assez vieille pour être sa mère. Le public rit aux éclats. Eux aussi. C'est léger, autodérisoire, assumé. Ça renforce l'image du couple fun, moderne, qui ne se prend pas au sérieux. Le mariage a lieu en septembre 2005. Une cérémonie kabbalistique intime dans leur maison de Beverly Hills. Très peu d'invités, famille proche, quelques amis. Bruce Willis est là, et selon des sources de l'époque, il aurait même versé quelques larmes. Un proche raconte à People. C'était un mariage magnifique, d'une simplicité touchante qui reflétait parfaitement leur personnalité. Un autre ajoute, il y avait tant d'amour dans la pièce. Pendant ces premières années, tout semble parfait. Ashton embrasse son rôle de beau-père avec enthousiasme. Il suit des cours de parentalité, il accompagne les filles aux événements scolaires, il organise des soirées jeux en famille. Il dira un jour dans une interview, « L'amour ne se divise pas, il grandit. » Demi rayonne. Elle dit dans des interviews, « Avant Ashton, il vivait comme un célibataire avec des colocataires. Maintenant, il s'est parfaitement adapté à une maison remplie de femmes. Sa relation avec sa propre mère a beaucoup joué là-dedans. En public, ils sont partout, tapis rouge main dans la main, avant-première avec les enfants, sourires éclatants. Ils incarnent la famille recomposée moderne, celle qui fonctionne. Les magazines les mettent en couverture, l'amour sans âge, le couple qui défie les conventions. Les fans les envient, les sceptiques attendent la chute. Mais pour l'instant, il n'y a que du bonheur apparent. Pourtant, même dans ces débuts idylliques, certains signes subtils pouvaient déjà alerter. L'écart d'âge n'était pas qu'un détail anodin. Demi avait vécu des traumatismes profonds, des addictions passées, une carrière en dents de scie. Ashton était encore très jeune, impulsif, habitué à une vie sans responsabilité lourde. Leur connexion était réelle, puissante, mais fragile. Elle reposait sur une alchimie intense, mais aussi sur une idéalisation mutuelle. Elle voulait revivre sa jeunesse à travers lui. Il voulait prouver qu'il pouvait être à la hauteur d'une femme comme elle. C'était beau, c'était électrique, c'était Hollywood, mais c'était aussi le début d'une histoire qui allait tourner au drame silencieux. On est en 2005, peu après leur mariage kabbalistique intime. Demi Moore a 42 ans.
Ashton Kutcher en a 27. Leur vie semble un rêve éveillé. Tapis rouge, projet commun, une famille recomposée qui fonctionne. Mais derrière les sourires, un désir profond grandit chez Demi, celui d'avoir un enfant avec Ashton. Pour elle, ce serait la cerise sur le gâteau, la preuve ultime que leur amour transcende tout, y compris l'âge. Ashton, jeune et enthousiaste, se réjouit à l'idée de devenir père biologique pour la première fois. Il l'exprime ouvertement dans des interviews de l'époque. Il rêve d'une grande famille, il adore déjà jouer le rôle de beau-père, alors un bébé ensemble, c'est le bonheur total. Et puis, le miracle arrive. Demi tombe enceinte. Naturellement, sans FIV ou traitement lourd au début. C'est une fille. Ils choisissent déjà un prénom, Chaplin Ray. Un hommage à Charlie Chaplin pour le côté artistique. Et Ray peut-être en référence à quelque chose de personnel. Demi n'a jamais précisé publiquement l'origine exacte, mais ça sonne poétique, d'où. Demi est aux anges. À 42 ans, après des années de carrière intense et une vie marquée par des hauts et des bas, ces grossesses représentent une seconde chance, un renouveau total. Ashton est fou de joie. Il parle de notre petite famille qui s'agrandit. Il garde le secret au début, comme beaucoup de couples. Ils veulent passer le cap des 3 mois, puis des 6, avant d'annoncer officiellement. Mais presque 6 mois dans la grossesse, juste au moment où ils s'apprêtent à le crier sur tous les toits, tout bascule. Lors d'un contrôle de routine chez le médecin, l'échographie est silencieuse. Pas de battement de cœur. Le médecin cherche, repositionne la sonde, mais rien. Demi racontera plus tard dans son mémoire Inside Out. J'ai enregistré le silence mortel au lieu du tum-tum familier du cœur de Chaplin. J'ai vu le visage du docteur changer. C'est une fausse couche tardive, une perte à un stade où le bébé est déjà très réel, déjà aimé, déjà imaginé dans la vie quotidienne. Demi est anéantie. Elle décrit cette douleur comme indescriptible. Si vous n'avez jamais perdu un bébé, vous pourriez penser que c'est juste une petite miscarriage, un setback médical. Mais quand c'est votre enfant, celui que vous aimez déjà comme un membre de la famille, ça ne ressemble pas à une défaite mineure. Ça ressemble à la mort de votre enfant. Elle se sent décimée. Elle passe en mode survie. Ashton essaie d'être là. Il tente de la soutenir, de la consoler, mais comme Demi l'expliquera elle-même, il a fait de son mieux pour se connecter à mon chagrin. Mais il ne pouvait pas vraiment comprendre. D'abord, il ne l'avait pas porté. Et ensuite, il avait la vingtaine. Pour lui, la paternité n'était pas en train de s'échapper. Ses possibilités étaient infinies. Les miennes, soudain, semblaient se refermer. Cette asymétrie dans leur vécu creuse un premier fossé. Demi porte seule le deuil physique et émotionnel. Elle se sent coupable, elle se reproche d'avoir bu un peu et fumé un peu au tout début de la grossesse, avant de savoir, et même quelques semaines après. Elle se dit que c'est sa faute. Cette autoculpabilisation la ronge de l'intérieur. Après la perte, le couple tente tout pour avoir un autre enfant. Il passe à l'insémination intra-utérine, puis à la FIV, des traitements hormonaux intenses. Rien ne marche. Chaque échec ajoute une couche de désespoir. Demi, qui avait réussi à rester sobre pendant près de 20 ans depuis ses problèmes d'addiction dans les années 80 à 90, commence à douter. La sobriété lui semble soudain fragile. Elle explique dans son livre que l'attitude d'Ashton face à l'alcool a joué un rôle. Un soir, au dîner, il lui aurait dit quelque chose comme « Je ne crois pas que l'alcoolisme soit une vraie maladie. C'est juste une question de modération. » Ces mots, même s'ils n'étaient peut-être pas mal intentionnés, plantent une graine de doute chez Demi. Elle veut être normale. Elle veut être la femme qui peut boire un verre de vin à table ou un shot en soirée sans que ça dérape. Dans sa tête, c'est ce qu'Ashton attend d'elle, une partenaire fun, cool, sans bagage trop lourd. Ce qui commence par un verre occasionnel devient une lente dérive. Demi perd énormément de poids, elle descend à un niveau alarmant, autour de 45 à 50 kilos pour son mètre 68. Les tabloïds parlent de 100 livres, soit environ 45 kilogrammes. Elle est anxieuse, rongée par le chagrin, la honte, la peur de ne plus être désirable. Elle se réfugie dans les antidouleurs comme le Vicodin pour gérer la douleur physique et émotionnelle. Ashton est encore présent au début, mais leur lien commence à s'effilocher. Demi écrit plus tard « Je me pliais en 4 pour essayer de correspondre à l'idée qu'il se faisait d'une épouse. » Cette pression la pousse à des compromis qu'elle regrettera amèrement. Pour raviver l'intimité qui s'éteint, pour prouver qu'elle peut être excitante, fun, à la hauteur des attentes d'un homme plus jeune, elle accepte d'ouvrir leur couple. Les plans à 3, suggérés par Ashton selon elle, deviennent partie intégrante de leur vie sexuelle. Demi confesse « Je n'ai pas dit non. Je voulais lui montrer à quel point je pouvais être géniale, amusante. » Au début,
ça semble les rapprocher. Mais vite, ça produit l'effet inverse. Demi se sent honteuse, perdue. Même quand la troisième personne est respectueuse, elle est mal à l'aise. Elle a l'impression de se trahir elle-même. C'était une énorme erreur, dira-t-elle clairement dans Inside Out. Ces expériences lui donnent une fausse impression de pouvoir, mais en réalité, elles accélèrent sa perte d'identité. Elle doute de qui elle est vraiment. Le deuil non résolu, la rechute progressive, les expériences sexuelles qui la font se sentir vide. Tout ça crée un cocktail explosif. Demi n'est plus la femme forte et glamour des tapis rouges. Elle disparaît petit à petit derrière un voile de douleur silencieuse. Ashton, de son côté, semble gérer différemment. Il se concentre sur sa carrière qui explose. Two and a Half Men arrive bientôt, sur ses investissements tech naissants. Le fossé s'élargit. Ce qui avait commencé comme un amour magnétique se transforme en une relation où chacun souffre à sa façon, sans vraiment pouvoir se rejoindre. C'est le début de la vraie descente. La fausse couche n'est pas juste un événement tragique isolé. C'est le catalyseur qui révèle les failles du couple, les différences générationnelles, les blessures non guéries de Demi, l'immaturité relative d'Ashton face à une telle perte. Et malheureusement, ce n'est que le commencement. On est maintenant vers 2008 à 2010. Le couple est marié depuis quelques années, mais la fausse couche de Chaplin a laissé des cicatrices profondes qui ne se referment pas. Demi Moore est en pleine dérive. Perte de poids extrême, rechute dans l'alcool après 2 décennies de sobriété, consommation régulière d'antidouleurs comme le Vicodin pour anesthésier le chagrin et l'anxiété. Ashton Kutcher, lui, est au sommet de sa carrière. Il signe pour remplacer Charlie Sheen dans Two and a Half Men en 2011, un contrat qui le propulse parmi les acteurs les mieux payés de la télévision. 750 000 $ par épisode, plus des bonus. Il investit aussi dans la tech, Airbnb, Uber, Skype, des paris qui vont le rendre multimillionnaire. Extérieurement, il semble gérer. Intérieurement, le fossé avec Demi grandit. C'est dans ce contexte que l'ouverture du couple devient une réalité quotidienne. Demi le raconte sans filtre dans Inside Out. Ashton lui suggère d'abord timidement d'inviter une troisième personne dans leur lit. Au début, elle refuse. Puis, sous la pression de vouloir sauver leur intimité qui s'effrite, sous l'envie désespérée de rester désirable aux yeux d'un homme de 15 ans son cadet, elle cède. Je voulais être suffisante. Je voulais être excitante. Je voulais être aimée. Ces expériences commencent comme une tentative de raviver la flamme. Demi se convainc que ça peut être libérateur, moderne, fun. Mais très vite, la réalité la rattrape. Elle décrit des nuits où elle se sent spectatrice de sa propre vie. Même quand la tierce personne est respectueuse, gentille, attentive, Demi se sent mal à l'aise, honteuse. J'avais l'impression d'être une actrice dans un film que je n'avais pas choisi. Ce qui devait les rapprocher les éloigne encore plus. Ashton semble y trouver du plaisir, une forme d'excitation. Demi, elle, accumule une culpabilité croissante. Elle se sent trahie par elle-même avant même que les vraies trahisons extérieures n'arrivent. Elle écrit « Ces expériences m'ont donné une fausse impression de pouvoir. En réalité, je me sentais de plus en plus vide, perdu, et je doutais de qui j'étais vraiment. » Puis viennent les rumeurs d'infidélité. D'abord des murmures, des photos floues, des témoignages anonymes dans les tabloïds. Demi essaie d'ignorer. Elle se dit que c'est le prix de la célébrité, que les ragots font partie du jeu. Mais les indices s'accumulent. Un soir, alors qu'elle se prépare pour un événement public, son téléphone vibre. Une alerte Google. Le titre est brutal. Ashton Kutcher aurait passé la nuit avec une jeune femme de 22 ans nommée Sarah Leal. Demi avait déjà croisé cette fille. Sarah Leal lui avait même tendu son numéro de téléphone devant elle et l'une de ses filles dans un geste provocateur. Demi confronte Ashton. Il avoue immédiatement. Pas de mensonge, pas de déni. Je lui ai demandé si c'était vrai, il a confirmé tout de suite, raconte-t-elle sur Good Morning America en 2019. Ma réaction a été « Tu te fous de moi ?» J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Cette trahison est publique et personnelle à la fois. Les détails sortent dans les médias. Une nuit dans une maison à San Diego pendant un week-end où Demi n'était pas là, de l'alcool, du flirt qui dérape. Mais ce n'est pas la seule. Demi apprend qu'il y a eu d'autres liaisons, dont une avec une certaine Brittany Jones, 21 ans. Quand elle l'affronte à ce sujet, Ashton aurait justifié ses actes en invoquant précisément les plans à 3 qu'ils avaient eus ensemble. Les limites étaient devenues floues, aurait-il dit. Pour Demi, c'est un choc dévastateur. Elle qui avait survécu à des traumatismes d'enfance, abus, instabilité familiale, à la pression médiatique permanente, à la perte d'un enfant, s'effondre cette fois devant ses propres filles. Elle sombre complètement. Alcool, médicaments,
chagrin accumulé. Ses filles, Rumé, Scout et Tallulah, commencent à s'éloigner. Les tensions deviennent si fortes que, selon certaines sources proches de la famille, rapportées par les tabloïds et confirmées en partie par Demi, elles envisagent sérieusement de demander une injonction pour limiter les contacts avec leur mère. L'impact est visible physiquement. Demi perd encore plus de poids, son apparence devient inquiétante, son comportement erratique. En janvier 2012, elle est hospitalisée d'urgence après une crise liée à l'inhalation de protoxyde d'azote, gaz hilarant, et à la consommation de cannabis synthétique lors d'une fête. L'incident se produit alors qu'elle est encore légalement mariée à Ashton. Le public est choqué. C'est une chute brutale, effrayante, pour celle qui fut l'actrice la plus puissante d'Hollywood dans les années 90. Dans Inside Out, Demi décrit son amour pour Ashton comme une véritable addiction. C'était plus dévastateur que n'importe quelle drogue, parce que ça m'a vraiment déconnecté émotionnellement. Le besoin viscéral d'être celle qu'il attendait, de lui plaire, de le garder, de ne pas être abandonné, l'a poussé à trahir sa propre essence. Chaque compromis, chaque verre, chaque nuit partagée avec un inconnu, chaque mensonge qu'elle se racontait, l'éloignait davantage de la femme qu'elle était vraiment. Elle ne vivait plus, elle disparaissait. Elle est aussi très lucide sur le double standard qu'elle a incarné. La société est impitoyable envers les femmes plus âgées qui sortent avec des hommes plus jeunes. Elle devient la cible des blagues, des tabloïds, des plateaux télé. Chaque ride est disséquée, chaque kilo en moins commenté. Cougar, desperate, pathétique, les mots fusent. Ça alimente encore plus ses insécurités. Ashton, lui, reste relativement discret. Quand le livre sort en 2019, il poste simplement sur Twitter « Aujourd'hui X ». Pour la vérité, envoie-moi un texto. Plus tard, il avoue avoir failli publier un message virulent en réponse, mais y avoir renoncé après avoir regardé sa fille et sa femme actuelle, Mila Kunis. Alors je l'ai supprimé. Mais la vérité est déjà là, exposée. L'acteur Scott Eastwood confirmera même, dans une interview à Watch What Happens Live, qu'Ashton avait couché avec sa petite amie de l'époque, ce qui aurait contribué à la rupture entre lui et Demi. À ce stade, le mariage n'est plus qu'une coquille vide. La séparation n'est pas encore officielle, mais l'effondrement émotionnel de Demi est total. Elle est brisée, seule, entourée de ses fantômes. Une femme autrefois adulée, puissante, devient une ombre d'elle-même, cachée derrière un rideau de douleur, de honte et de silence. C'est là que le conte de fées se transforme définitivement en cauchemar. Et ce n'est pas fini. Si cette vidéo vous a captivé, si vous avez ressenti les hauts et les bas avec eux, mettez un gros pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui adore les histoires vraies d'Hollywood et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vérités cachées derrière les sourires parfaits. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire qui va vous scotcher. Prenez soin de vous et rappelez-vous, parfois, la plus belle des histoires d'amour, c'est celle qu'on reconstruit avec soi-même. À très bientôt.